Bonsoir et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. Dans Ça vous regarde ce soir, haro sur les fonctionnaires. Les syndicats ne décolèrent pas depuis l'annonce du gouvernement, l'instauration de 3 jours de carence pour s'aligner sur le privé. Alors y a-t-il un véritable problème d'absentéisme dans la fonction publique où les fonctionnaires sont les boucs émissaires de ce budget? Grand débat dans un instant sur ce plateau avec mes invités. Dans Franc Parler, ce soir une invitée exceptionnelle, on l'a appris en fin de journée. Elle renonce à sa candidature à la tête du parti présidentiel pour une union avec Gabriel Attal. Elle se dévoile aussi dans un livre, 20 mois à Matignon chez Flammarion. Elisabeth Borne sera avec nous dans la deuxième partie. Enfin, la question qui fâche ce soir, les insoumis se sont-ils assagis à la tête de plusieurs postes clés à l'Assemblée? Ils gagnent en respectabilité. Alors est-ce la fin du boxon au Palais Bourbon? Tir croisé avec nos chroniqueurs à la fin de cette émission. Voilà pour le programme. Installez-vous, ça vous regarde, c'est parti. C'est la mesure budgétaire surprise de cette fin de week-end et elle a pris tous les syndicats de court. Pour combler le déficit, le gouvernement veut instaurer 3 jours de carence pour les arrêts maladie des fonctionnaires. Est-ce que c'est une mesure de justice pour aligner les règles sur celles du privé ou bien une fausse bonne idée qui risque de renforcer les inégalités? On va essayer de démêler le vrai du faux ce soir avec nos invités. Véronique Louwagie, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là, députée droite républicaine de l'Orne. Bonsoir Sarah Legrain. Bonsoir. Bienvenue, députée La France Insoumise de Paris. Bonsoir Christian Grolier. Bonsoir. Bienvenue à vous, secrétaire général Force ouvrière fonction publique. Et bonsoir Fanny Guinochet, journaliste économique, La Tribune et France Info. Merci à tous les 4 d'être là en direct sur LCP. Un débat qui s'ouvre, comme chaque soir, par le récap de Valérie Brochard. Bonsoir ma chère Valérie. Bonsoir Myriam. Alors il en faut trouver des économies. Le gouvernement s'attaque à l'absentéisme des fonctionnaires. Et oui Myriam, le gouvernement le répète à l'envi, il cherche à faire 60 milliards d'euros d'économies. On a compris, on en connaît même déjà toutes les grandes lignes, mais l'exécutif avait gardé un peu de mystère autour de 5 milliards qui seraient présentés par voie d'amendement au fil de la discussion parlementaire. Sur qui, sur quoi? Beaucoup de flou et quelques frissons pour les oppositions qui ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre quand tout à coup, dimanche soir, dans un entretien publié par Le Figaro, on apprend que le ministre de la fonction publique veut passer le nombre de jours de carence des fonctionnaires de 1 à 3, comme dans le privé, une action totalement justifiée pour le ministre. C'était à peu près la même chose privé-public il y a quelques années. Aujourd'hui, on a une vraie divergence, c'est-à-dire qu'il y a un écart qui s'est creusé entre le public et le privé. Et je décide de proposer au Parlement, avec le gouvernement, le passage des jours de carence, donc de 1 à 3 jours de carence, comme c'est, vous l'avez dit, le cas dans le privé en termes de règles générales, et la baisse de la prise en charge au-delà de la carence. Aujourd'hui, dans le public, c'est pris en charge à 100%. Ça passera à 90%. Et cette idée, elle lui est venue en lisant le tout dernier rapport de l'Inspection générale des affaires sociales qui constate en effet que les arrêts de travail en France sont en moyenne de 14 jours et demi par an chez les fonctionnaires et de 11 jours et demi par an pour les salariés du privé, hors congé maternité ou paternité, bien évidemment. Alors, Guillaume Casparian a sorti sa calculette et il pense pouvoir réaliser 1,2 milliard d'économies. Et voici comment, en imposant aux fonctionnaires un délai de carence de 3 jours. 3 jours non payés et ainsi économiser 300 millions d'euros. Mais il veut aussi réduire l'indemnisation à 90% du salaire pour les 3 premiers mois d'un congé maladie ordinaire et ainsi il pense récupérer 900 millions d'euros. Au total, ça fait 1,2 milliard d'euros. La démonstration semble implacable, sauf que le ministre a oublié une donnée. Beaucoup de salariés dans le privé sont protégés, remboursés par des conventions collectives qui prévoient le paiement de la carence et le maintien du salaire à 100%. Et ça, Sophie Binet, elle l'a bien en tête pour la secrétaire générale de la CGT. Cette mesure est tout simplement injuste. Cette annonce, elle est vécue comme une insulte pour les plus de 5 millions de fonctionnaires qu'on fait encore une fois passer et pour des privilégiés et pour des gens qui choisiraient d'être en arrêt maladie. Il faut arrêter ce fonctionnaire bashing. Ça va défavoriser principalement les femmes qui sont majoritaires dans la fonction publique et qui sont très concernées par les arrêts courts. Par exemple, en cas d'endométriose, on sait que les femmes, évidemment, ont des arrêts courts. Eh bien, c'est une proposition populiste, dangereuse.
Vous venez de l'entendre, les syndicats s'étranglent. Et sur les bancs de l'hémicycle, aujourd'hui, 5 questions au gouvernement ont été posées, dont 4 par des élus de gauche qui considèrent que la proposition du ministre est tout simplement indigne. Mais qu'importe, Guillaume Kasbarian reste convaincu par son calcul, un calcul qui ne déplaît pas au Rassemblement national. Écoutez. Je suis favorable à cet ajustement entre les fonctionnaires et les salariés du privé à une seule condition, c'est que ces potentielles mesures qui ont été annoncées par le ministre du Travail puissent être utilisées pour financer des mesures en faveur du pouvoir d'achat et notamment puissent permettre de payer les heures supplémentaires d'un certain nombre d'agents de la fonction publique qui ne sont pas payés. Je pense par exemple aux agents de la pénitentiaire ou à nos forces de l'ordre. Vous venez de l'entendre, Myriam, le ministre de la fonction publique pourrait donc compter sur le soutien des élus du Rassemblement national qui devrait discuter ces amendements prochainement en commission des finances. Merci. Merci pour ce récap limpide, Valérie. Je commence avec le syndicaliste que vous êtes, Christian Grolier. Un point de méthode déjà. Est-ce que vous avez été mis sur le fait accompli dimanche soir ou est-ce qu'on vous a quand même passé un petit coup de fil avant l'interview dans le Figaro du ministre ? Alors, on nous a passé un petit coup de fil, le ministre lui-même. Alors, je pense qu'il a une petite difficulté de compréhension entre ce qu'est le dialogue social et un petit coup de fil le dimanche à 17h. Donc ça, il faudra qu'on lui explique si on remet du dialogue social avec lui, ce qui n'est pas gagné. Mais voilà, c'est ça l'information qu'on a eue, c'est nous dire c'était sous embargo avec la presse et on l'a appris par un coup de fil. On entend les syndicats tous unis pour dénoncer la mesure. Proposition populiste, vous êtes d'accord avec Sophie Binet de la CGT et vous appelez à la grève parce qu'on a l'impression que déjà quelque chose se prépare pour Noël ? Alors pour Noël, peut-être pas, avant sûrement. Après, vous savez, il faut le temps de se rencontrer, de réunir nos exécutifs. On est encore en vacances scolaires, ce qui fait qu'il y a une partie énorme de la fonction publique de l'État qui est en congé, c'est-à-dire les enseignants. Mais il y a 2 éléments. D'abord, je voudrais surtout dire que c'est tout sauf une mesure de justice et c'est tout sauf une mesure égalitaire. D'ailleurs, ça a été dit dans la présentation. Quand vous avez 2 tiers des salariés du secteur privé qui sont couverts sur les 3 jours, la première mesure d'égalité, ce serait de couvrir le tiers des salariés qui ne l'est pas. Voilà, 2 tiers du privé couverts à 100% par les conventions collectives et les mutuelles, c'est-à-dire que 2 tiers des salariés du privé n'ont pas la déduction. Donc on s'alignerait quoi sur le moins 10 ans des salariés du privé? Oui, sur le petit tiers des salariés des TPE et des petites entreprises qui n'ont pas effectivement ce type d'accord. Pour vous, c'est l'argument massu? C'est pas l'argument massu. Parce qu'il y a quand même une explosion, ça vous le reconnaissez, des arrêts de travail. Oui, mais après, vous savez, vous avez cité le rapport dans l'introduction. Le rapport, il précise plusieurs éléments. Alors bien sûr, il y a la différence des 3 jours. Mais le rapport, il précise aussi que la différence s'explique à la fois par la particularité des métiers dans la fonction publique. Autre exemple, parce que je ne vais pas tout citer, par la moyenne d'âge qui est plus élevée de 3 ans dans la fonction publique que dans le secteur privé. Donc la mesure, elle est uniquement budgétaire. Mais surtout qu'on ne nous parle pas d'égalité ou de justice sociale. On tape sur les fonctionnaires une fois de plus. Véronique Louwagie, on tape sur les fonctionnaires. Où est la justice? Comment vous arrivez à justifier ça? Mis à part que c'est vrai que dans l'opinion, on dit allez, il faut aligner public-privé, pareil, ça passe. Mais quand on regarde dans le détail, sur les 2 tiers du privé couvert à 100%, c'est vrai que ça interroge. Tout à fait. Je crois qu'il y a 2 questions qui méritent d'être posées. Est-ce qu'effectivement, aujourd'hui, il peut être justifié de maintenir des régimes différents d'application lors d'arrêt maladie? C'est une question. Est-ce que le service public, le fait de s'engager, travailler en qualité de fonctionnaire, justifie qu'il y ait un traitement différent? À cette réponse-là, je considère que non. Ensuite, il y a une deuxième question qu'on vient de se poser. Nous avons une augmentation importante des arrêts maladie. Je vais redonner le chiffre. En 2014, c'était 44 millions de journées. Alors, on les a exacts. 43 millions les chiffres de la fonction publique, voilà. On va les voir s'afficher. 43 millions en 2014, 77 millions en 2022. Ça fait donc près de 80% de plus en moins de 10 ans. Donc, mais on va regarder dans le détail, parce que c'est pas partout pareil. Non, il y a des différences entre la fonction hospitalière, où il y a beaucoup plus d'arrêts, la fonction territoriale un petit peu moins, et la fonction d'État moins. Donc pour vous, c'est autant d'abus ou pas? Non, je ne parlerai pas d'abus, mais c'est l'équivalent de 300 000 agents. Et quand ces 300 000 agents manquent, parce qu'il y a des arrêts, le travail repose aussi sur les autres. Moi, je pense qu'il faut se poser une question de savoir pourquoi aussi il y a ces arrêts de travail. Moi, je considère que dans un certain nombre de métiers, de missions, et je pense à la fonction hospitalière, parce que ça va parler à tout le monde, il y a un certain épuisement du personnel. Un épuisement administratif du personnel qui se trouve, je dirais, surchargé. La crise de l'hôpital ne date pas d'hier, c'est pareil pour les profs, c'est pareil pour les policiers. Et voilà, donc ça, c'est une question qui aussi mérite d'être posée. Donc vous allez, vous, corriger peut-être la mesure qui est trop générale, c'est ce que vous nous dites pour la droite? Non, je pense que la fonction publique. Derrière, il faut qu'il y ait un accompagnement
des métiers et des missions de la fonction publique. Je considère que il y a aujourd'hui une surcharge, un enchevêtrement, une confusion dans un certain nombre de missions, de fonctions et une bureaucratie qui pèse sur les agents de la fonction publique. Sarah Legrain, quand on regarde les chiffres, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, ça augmente. Mais on va essayer, juste après votre réponse, de regarder plus dans le détail. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Louwagie? Vous-même, vous venez de nous dire qu'il fallait aller chercher des causes et vous trouvez toute autre cause que les questions de jours de carence. Donc j'aimerais entendre un discours clair sur les jours de carence. Cette proposition du gouvernement, c'est simple. Elle est honteuse, elle est absurde et elle est inefficace, elle est incohérente. Elle est honteuse parce qu'en fait, il s'agit de dénigrer encore une fois les fonctionnaires, d'expliquer en gros que les soignants, les enseignants, les policiers et autres, quelque part, prendraient des faux arrêts maladie, parce que c'est ça que ça veut dire derrière, c'est qu'on les traite de menteurs, on traite peut-être leurs médecins de faussaires d'ailleurs. Donc c'est parfaitement honteux. Ensuite, c'est complètement absurde, parce que quiconque... Enfin, tout le monde sait que quand on est malade, eh ben, il vaut mieux s'arrêter tout de suite, reprendre des forces et revenir quand on est en forme, plutôt que de laisser traîner et après d'avoir des arrêts longue durée. Ce qui est d'ailleurs démontré, c'est que l'effet du jour de carence, c'est qu'effectivement les gens ils prennent moins d'arrêts courts, mais qu'ensuite ils sont plus fatigués et ils s'arrêtent plus longtemps. Et enfin, c'est parfaitement incohérent, parce que c'est soi-disant pour trouver 1,2 milliard d'économies. Alors j'ai une nouvelle pour M. Kasbarian, c'est qu'en commission des finances la semaine dernière, on a trouvé 60 milliards d'économies, et ça tombe bien parce que 60 milliards, c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron chaque année a donné aux plus riches. On ne refait pas le débat du budget, on verra ce qu'il en est à la fin. C'est important parce que c'est une mesure budgétaire. Ce que j'essaie de vous montrer, c'est que vous avez des économies au nouveau Front populaire en prenant un argument d'économie qui est incohérent avec ce qui est en train de se passer dans l'Assemblée, qui est que ce gouvernement minoritaire est en train de voir l'Assemblée adopter un budget du nouveau Front populaire avec 60 milliards. Alors vous répondrez, absolument absurde. Fanny Guinochet, avant de vous entendre, je voudrais qu'on rentre dans le détail de ce rapport de l'IGAS, parce que quand on regarde fonction publique par fonction publique, on voit que, par exemple, pour les collectivités locales, là, il y a vraiment... Peut-être qu'on peut nommer un dérapage, vous nous direz si le mot est approprié. C'est un peu différent ailleurs. C'est un décryptage de Marion Becker. En 2022, les arrêts maladie de la fonction publique auraient coûté 15 milliards d'euros à l'État, soit l'équivalent de 350 000 postes à temps plein, un record. La tendance à la hausse a démarré en 2020. Les absences médicales ont augmenté beaucoup plus vite dans le secteur public que dans le secteur privé. En 2022, les agents de la fonction publique d'État étaient absents en moyenne 10 jours par an. Les enseignants, 11 jours, soit une augmentation de 113% des absences depuis 2019. À l'hôpital, ce sont 18 jours d'arrêt en moyenne, 17 dans les collectivités territoriales et jusqu'à 34 dans les grandes collectivités. L'Inspection générale des affaires sociales et l'Inspection générale des finances tirent un bilan positif du jour de carence réintroduit en 2018 dans la fonction publique. Il aurait permis de réaliser 134 millions d'euros d'économies et une réduction d'environ 11% des arrêts maladie de moins de 3 jours. Fanny Guinochet, 34 jours par an dans les grandes collectivités. C'est vrai que ce chiffre, il interroge. Est-ce qu'on peut parler de dérapage, d'abus? Est-ce qu'il y a eu un problème de management dans ces grandes collectivités qu'on a trop embauchées dans les catégories faiblement qualifiées, B, C? Alors justement, quand on regarde d'ailleurs dans le rapport précisément, il y a certaines collectivités même qui sont... pas pointé du doigt, mais quand même, vous voyez qu'à Marseille, à Toulon, à Bordeaux, on est à plus de 40 jours. Donc on peut effectivement se poser la question de pourquoi on est plus malade, on a plus d'absentéisme du côté de Marseille qu'on en aurait du côté de Lille ou de Lyon, de grosses métropoles. Ça, c'est factuel, hein. Là, ce sont vraiment les chiffres. Ensuite, quand on regarde la difficulté de ce genre de sujet, c'est que finalement, vous voyez bien que le rapport au travail a changé. Dans les collectivités, ça c'est quelque chose d'assez large, hein. Ça traverse public comme privé, même aux États-Unis, on parle de grandes démissions. C'est vrai qu'on a pu voir que dans les collectivités, il y a beaucoup plus d'agents de la fonction publique qui sont plutôt en catégorie C. Ce sont les métiers, ce sont les agents de catégorie C, ce sont ceux qui sont les moins diplômés, les moins bien rémunérés, et ce sont ceux souvent qui font les métiers les plus pénibles. Très concrètement, c'est des gens qui travaillent dehors, dans les jardins municipaux, dans les établissements scolaires, les aides à la cantine. Ce sont aussi des gens des fonctionnaires qui sont face au public. Et
donc, quand on regarde d'ailleurs très précisément, il y a plus d'absentéisme du côté des agents publics dans les zones ZEP, les zones d'éducation prioritaire, parce que c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus pénible que dans certains quartiers, établissements, dans des quartiers plus faciles. Donc vous voyez, il y a quand même un lien entre pénibilité et arrêt de travail. Par ailleurs, c'est vrai que la fonction publique, on voit qu'il y a une composition de la population qui n'est pas tout à fait pareille que dans le privé. Il y a beaucoup plus de femmes. 2 tiers. Alors, voilà, 2 tiers. Alors les femmes, elles s'arrêtent plus en moyenne que les hommes, non pas parce que, alors il y a des problèmes d'endométriose, mais souvent les femmes, elles ont encore un peu trop souvent la charge de famille. Donc c'est-à-dire que dès qu'il y a une grève, dès qu'il y a une absence, un enfant malade, et bien en général, elle joue aussi d'une absence. Et c'est vrai que c'est difficile, et c'est toute la difficulté de ce sujet, c'est que quand on comptabilise les arrêts de travail, on comptabilise les absences, on ne comptabilise pas les abus. Alors, il y a eu des renforcements des contrôles de la part de la Caisse d'assurance maladie, y compris pour voir les agents qui étaient peut-être trop en arrêt ou trop longtemps ou trop souvent, mais aussi du côté des médecins, pour voir les médecins qui étaient peut-être un peu trop prescripteurs. Peut-être qu'au lieu de faire une mesure unanime, collective, il faut peut-être regarder aussi cibler davantage. Cibler davantage. Christian Grelier, le syndicaliste que vous êtes, est-ce que vous reconnaissez le problème? Il est différencié, parfois ce n'est pas un problème du tout, très clairement, mais sur les collectivités locales, il y a quelque chose qui interroge. Est-ce que vous seriez d'accord pour un renforcement des contrôles ou une mesure plus ciblée? Comment vous réagissez à ces questions grande collectivité où on voit qu'à Marseille ou à Toulon, par exemple, là, on est à des chiffres, 40 jours par an, c'est beaucoup. Je voudrais d'abord dire que sur le rapport, les rapporteurs eux-mêmes, parce qu'on en fait l'alpha et l'oméga de tout de ce rapport, les rapporteurs eux-mêmes affirment qu'ils n'ont aucune donnée suffisante sur le versant territorial et hospitalier. Ils le disent clairement et c'est écrit parce qu'on le sait, quand il y a 36 000 employeurs dans les collectivités territoriales, on n'a pas les remontées, vous vous en doutez bien. Je précise que c'est un rapport qui parle d'absence et non pas d'absentéisme, voilà, parce que surtout un déjà rapport les mots sont importants et il y a déjà quelque chose de suspect dans l'expression. Alors après, ça a été dit, la fonction publique territoriale, effectivement, ce sont les métiers où il y a le plus d'agents de catégorie C. Sur plus de 2 millions d'agents, 75% sont en catégorie C, c'est-à-dire les métiers les plus techniques, les plus pénibles. Oui. Et vous n'avez pas forcément les mêmes contraintes et les mêmes métiers dans une petite collectivité où parfois vous avez juste la secrétaire de mairie qui est un peu le couteau suisse de la mairie, et puis un conseil départemental ou un conseil régional où il y a beaucoup plus de services techniques, l'entretien des routes, les égouts, etc. Donc des métiers beaucoup plus pénibles. Mais après... Mais il n'y a pas quelque chose à changer sur les contrôles, sur la régulation? Si vous voulez les contrôles, nous, on n'a jamais... Non, je pose la question, c'est les collectivités qui les payent, ces contrôles. Non, mais il y a 2 éléments. Le premier, d'abord, c'est que ce qu'il faudrait qu'on remette en marche dans la fonction publique, c'est la médecine de prévention. La prévention. Voilà. Vous avez des services, mais des milliers de services où il n'y a plus du tout de médecine de prévention, où il n'y a même plus de visite médicale. Donc peut-être qu'on aurait une prévention qui permettrait d'éviter ce genre de dérapage. Et après, les contrôles, pourquoi pas? On n'a jamais été opposé au fait de contrôler. D'ailleurs, ça éviterait cette suspicion qui laisse penser que nous avons, nous, des arrêts de maladie de complaisance. Je rappelle qu'un fonctionnaire, quand il s'arrête, pour la première journée, il doit envoyer son certificat médical et son arrêt de travail. Et d'ailleurs, s'il ne l'envoie pas dans un délai de 48 heures, il reçoit une note de son chef de service qui lui rappelle que dans un délai de 24 mois, on lui ponctionnera sa journée. Donc, on en a un peu assez, si vous voulez, d'avoir le sentiment que nous, on serait des faux malades. Quand on est malade, on est malade. Bon, Véronique Louwagie, ce qui ressort de ce dossier, c'est qu'il est complexe et il est différencié. Est-ce que, en faisant une mesure générale à toute la fonction publique, vous y prenez de la bonne manière? Honnêtement. Écoutez, en fait, le point qui est posé, c'est qu'est-ce qui justifie aujourd'hui une différence entre le privé et le public? Parce que dans le privé aussi, vous avez des tas de situations différentes, avec des métiers différents, avec une pénibilité différente. Voilà, les métiers peuvent être quasiment les mêmes. Vous avez des métiers techniques, des métiers de ménage, des métiers avec des charges lourdes, etc. Et les situations diverses sont de même nature. Est-ce qu'il n'y a pas un nivellement par le bas à aligner sur les 3 jours pour tous? Oui, non, mais aujourd'hui, le droit commun, c'est effectivement un délai de carence de 3 jours. Effectivement, il apparaît qu'un certain nombre de conventions collectives, mais pas beaucoup de conventions collectives, plus d'entreprises qui se sont saisies pour apporter une couverture supplémentaire à leurs salariés. Ça existe au niveau des mutuelles, ça existe au niveau des prévoyances, et ça, c'est à la liberté de l'entreprise. Et je pense que c'est très important de laisser cette liberté au niveau de l'entreprise, qui peut décliner tous les avantages que l'entreprise
l'entreprise souhaite accorder à ses salariés. Ça peut être aussi des tickets restaurants, ça peut être des chèques vacances, enfin voilà. Et ça fait partie d'une panoplie. On peut y arriver avec 3 jours, mais il faut plus de justice peut-être pour tous au niveau des fonctionnaires, c'est ça ? Moi, je pense que d'avoir un droit commun qui est équivalent, ça un droit commun équivalent. Ça, c'est l'argument principal. Sarah Legrain, Fanny Guinochet. Moi, j'aimerais revenir sur la notion d'absentéisme, parce que là, c'est quand même celle qui est employée par le ministre. Ce n'est pas une interprétation qu'on fait. Le mot qu'il emploie, c'est absentéisme. Qu'est-ce que ça veut dire, absentéisme ? Ça veut dire être volontairement absent. Ça s'applique très bien à 80% des élus macronistes qui ne sont pas présents en hémicycle parce qu'ils se cachent au moment de l'examen du budget. Je ne parle pas de vous, Madame Louwagie, parce que vous avez fait partie des 2 LR qui étaient présents tout le long du budget. Un tout petit peu ça, c'est l'absentéisme. Non, mais je suis désolée. Mais c'est honteux de dire un truc pareil. Donc, vous dites que les macronistes sont absents volontairement de l'hémicycle pendant ce débat budgétaire. Est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui que les enseignants et les soignants sont des menteurs? C'est ça qu'on est en train de leur dire. Donc en réalité, vous avez posé la question du nombre d'absences. Oui, pourquoi y a-t-il autant d'absences? D'abord, vous avez des métiers où on est exposé à l'arrêt maladie. Moi, j'étais enseignante avant. Quand on est enseignant, on sait qu'on attrape les maladies des élèves. Quand on est soignant, on attrape les maladies qui se baladent. Donc ça expose particulièrement. Donc déjà, les métiers de la fonction publique... Il y a un effet Covid, vous le voyez quand même, que le rapport au travail a changé. Ça s'observe, cette explosion des arrêts dans tous les pays. Je peux arriver au bout de mon raisonnement. Les métiers de la fonction publique, qui sont d'ailleurs des métiers très féminisés, moins bien rémunérés que le privé, que j'aimerais bien qu'on le dise, parce que là, on fait comme si... il y avait une inégalité en faveur du public. Non, mais il n'y a pas que ça. C'est moins bien rémunéré, c'est très féminisé, c'est des métiers au contact des publics et donc où on peut tomber plus facilement malade. Mais je ne veux pas esquiver la question. Oui, l'explosion, moi je pense qu'elle a un coût, elle a une cause. Elle a une cause, c'est le coût qu'on a fait peser sur nos services publics et que vous avez eu des baisses de nombre de fonctionnaires délirantes toutes ces dernières années. Vous avez un hôpital public dont on voit qu'il est à bout de souffle, où vous n'avez même plus personne qui a envie d'y aller. Vous avez 60 000 postes vacants d'infirmières parce que plus personne ne va être infirmière. Et d'ailleurs, c'est une très bonne idée de leur proposer les 3 jours de carence parce que là, je pense que ça va achever de créer des vocations chez les infirmières. Et ça, c'est lié aux conditions de travail qui se sont détériorées, à des services publics qui sont à bout de souffle. Et vous avez des Français qui vous disent et qui ont voté en juin dernier pour qu'il y ait plus de services publics, qui disent on veut plus de services publics. Et à quoi ils ont affaire? Ils ont affaire à un budget qui est en train de casser massivement les services publics, qui refuse d'aller chercher l'argent là où il est, et en plus, des ministres qui, en plus, derrière, viennent parader en insultant les fonctionnaires. Très clairement, la gauche considère qu'on va créer de fait davantage d'inégalités, Fanny Guinochet. Mais des inégalités, il y en a déjà, et y compris chez les salariés du privé, en fait, parce qu'on parle des 3/4 des salariés du privé qui sont couverts en cas d'arrêt maladie totalement par leur convention collective. En fait, il y en a quand même donc un quart qui n'est pas, enfin un gros tiers presque, qui n'est pas couvert. Et souvent, ce sont des salariés, des petites entreprises. Donc, il y a une vraie différence là aussi entre ceux qui sont dans une grande boîte, ils savent qu'ils ne perdront pas d'argent s'ils prennent un jour ou 2, et ceux qui sont dans un petit atelier. Voilà. Donc déjà, des différences, il y en a de façon importante. Après, la question des arrêts maladie, ça semble assez logique que le gouvernement se penche sur ce sujet parce que la courbe, quand vous regardez, elle est effectivement exponentielle. C'est un sujet de société, est-ce que c'est un sujet de conditions de travail, est-ce que c'est un sujet plus large? C'est 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros. C'est uniquement sur la prise en charge de la couverture maladie. Donc effectivement, après, il faut regarder peut-être toutes les... Moi, je dis très factuellement, on est face à une population active qui vieillit, mais on a pu voir aussi que ces arrêts maladie, alors c'est un peu moins le cas cette année, j'ai regardé, mais que ces arrêts maladie, ils étaient aussi pris par les plus jeunes. Donc le vieillissement de la population n'explique pas tout. Donc effectivement, il y a 2 ans de travail. Il y a un rapport aussi. La des retraites, ça va pas aider. Il y a un rapport aussi au travail qui fait que aujourd'hui, il y a d'autres attentes et ça va effectivement ce sujet des arrêts maladie, il doit être pris en charge parce qu'on ne peut pas laisser. Ou bien alors, les comptes de la sécurité sociale vont déraper encore et encore. Et c'est vrai que c'est difficile de laisser ce sujet de côté. Alors, on ne va pas vous mettre d'accord sur le fond. On verra comment la mesure est ficelée dans le débat budgétaire, puisque pour l'instant, on n'en est qu'à l'annonce. Vous vouliez réagir, et je voudrais vous faire réagir sur l'autre petite phrase du jour de M. Guillaume Kasbarian. Vous l'avez entendu, la fin d'un tabou, l'emploi à vie. Oui, ça veut dire qu'il dans le sillage de Stanislas Guerini. Non, je voudrais juste dire quand même que je suis d'accord avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il y a un changement de société. Il y a 20 ans en arrière, personne n'allait assassiner un prof. Personne n'allait agresser les personnels de santé aux urgences. Donc ça aussi, ça fait partie de la dégradation des conditions de travail et de fait de la multiplication des arrêts. Le monde a changé, la société a changé, elle est beaucoup plus violente. Et malheureusement, les services publics qui sont en front office avec les usagers subissent ça. Et le licenciement pour insuffisance professionnelle, vous aviez
déjà eu l'occasion d'en discuter avec Stanislas Guerini. Le nouveau ministre reprend le dossier en main. Il dit qu'il faut le favoriser. Il existe déjà, mais très peu utilisé. Est-ce que, là encore, vous serez vent debout de façon unitaire pour vous y opposer? Bon, déjà, on voit que ce ministre a peu d'imagination, puisqu'il est juste capable de reprendre les propos de son prédécesseur. Bien. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, je le rappelle, ce n'est pas une sanction disciplinaire. Ce n'est pas une sanction disciplinaire. Aujourd'hui, vous avez une commission paritaire, vous avez des représentants du personnel élus, et donc c'est une faute grave, par exemple. Là, un licenciement pour insuffisance professionnelle, c'est quand même quelqu'un qui a passé un concours, qui l'a réussi, qui avait un diplôme, et il s'avère que, le temps faisant, il n'est pas adapté à la mission sur laquelle son statut particulier le fait travailler. Donc, pourquoi il y en a peu? Parce que justement, pour une fois, ça ne marche pas si mal. Les chefs de service, d'abord, essaient de le former davantage. Et s'ils ne peuvent pas le former davantage, grâce au statut général des fonctionnaires, on arrive à le mettre sur une autre mission et à le détacher sur un autre corps. Donc, ce n'est pas une sanction disciplinaire. Et d'ailleurs, quand le ministre dit la garantie de l'emploi à vie, bon, si un jour il nous rencontre, on pourra lui expliquer, parce qu'apparemment, il ne connaît pas le statut. Le statut, quand on le crée en 1946 et qu'on le formalise davantage en 83 avec tous les versants, ce n'est pas la garantie de l'emploi à vie, c'est la garantie de la carrière. Un fonctionnaire, il ne peut pas faire autre chose que sa mission. Il ne peut pas travailler dans le privé à côté. Et donc, l'État est censé lui garantir un déroulement de carrière pour qu'il puisse vivre dignement. On en est de plus en plus loin, par ailleurs. Mais c'est ça le statut, c'est la garantie de la carrière. Alors oui, nous n'avons pas le licenciement économique, et dans le monde dans lequel on vit, ce n'est pas anodin. Mais les salaires sont différents dans la fonction publique. C'est la contrepartie. Véronique Louwagie, vous suivez le ministre Kasbarian sur ces deux terrains qui sont très explosifs vis-à-vis du dialogue social qui reprend à peine. Vous assumez, on n'est pas dans le cadre budgétaire, là, il faudrait une réforme à venir. Oui. Je pense qu'il faut travailler sur un certain nombre de sujets, sur la fonction publique d'une manière générale. Et je crois qu'il a raison de se saisir de ces différents sujets. Il faut faire évoluer aussi la fonction publique. Après, on peut se poser une véritable question, finalement. Est-ce que dans la fonction publique, on a une obligation uniquement de moyens, une obligation de résultats? C'est une question de base que l'on peut se poser. Oui. Et je crois qu'il faut faire évoluer les statuts. Peut-être qu'il faut libérer aussi le statut de la fonction publique, parce qu'on est un petit peu... C'est une vaste réforme que vous dessinez là, de la fonction publique. Vous ouvrez un débat sur d'autres sujets. Je voulais, pour terminer ce débat, justement, ouvrir sur la suite. Vous ne serez pas au rendez-vous dans l'hémicycle, c'est une évidence de ce genre de réforme. Il y a quelque chose de caricatural là-dedans. Enfin, je veux dire, vous connaissez l'adage qui veut noyer son chien, l'accuse de la rage, donc on connaît... Voilà, ça c'est quelque chose qui est un point de jonction très clair entre les macronistes et la droite et ce qui forme ce gouvernement. C'est quelque chose que porte la droite. Voilà, une violence vis-à-vis de la fonction publique au moment même où les Français disent qu'ils veulent plus de services publics. Et je suis désolée, mais c'est une provocation de la part de M. Kasbarian de parler d'emploi à vie, etc. Il utilise absolument tous les poncifs qu'on peut utiliser. Juste d'un mot, le décryptage de Fanny Guinochet. À quoi joue ce gouvernement durement attaqués depuis des années. En plantant ces cailloux-là avec ce budget qui n'est même pas encore adopté. Il y a un aspect budgétaire, évident, mais on voit bien aussi que ce sont des marqueurs politiques très fort, c'est très très clivant. Le jour de carence, les jours de carence, c'est la droite, c'est un marqueur de droite. La fonction publique, changer le statut, faire évoluer le statut de la fonction publique, c'est aussi plutôt un marqueur de droite. Donc on voit que dans l'ambiance actuelle politique, eh bien forcément, il y a aussi ces recours à ces chiffons rouges, un peu idéologiques. Irritant pour les uns, marqueur pour les autres. On s'arrête là. C'est le début, hein. On a bien compris que cette question de la fonction publique vous reviendrait. Merci à tous les quatre. Merci. Bonsoir Elisabeth Borne. Bonsoir. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'LCP pour évoquer ce récit très personnel, vos 20 mois à Matignon chez Flammarion, mais aussi la campagne pour la direction du parti présidentiel. On l'a appris en fin de journée, vous retirez votre candidature. Les précisions de Marco Pommier, interview juste après. Non. Si on vous invite, Elisabeth Borne, c'est parce que vous vous dévoilez dans votre premier livre, 20 mois à Matignon. Un titre à l'image de votre personnalité, sobre, anti-punchline, techno diront certains. Ma pudeur a pu être caricaturée en froideur. Une pudeur qui vaut aussi pour votre vie privée, longtemps silencieuse sur le drame de votre vie, un père rescapé de la Shoah et qui finira par se suicider. Vous aviez 11 ans. C'est précisément à cet instant que je me résous à ne plus compter dans l'existence que sur mes propres forces pour me définir un chemin. Un chemin qui vous mènera à Matignon le 16 mai 2022 pour vivre non pas un enfer mais 20 mois passionnants, très durs, ce sont vos mots. 10 mois de plus qu'Édith Cresson, avec qui vous êtes régulièrement comparé. Sexisme, dites-vous.
Je suis donc heureuse de livrer ici un triple scoop. J'ai aussi tenu plus longtemps que Bernard Cazeneuve, Pierre Bérégovoy et aussi longtemps que Laurent Fabius. Un récit dans lequel s'invite Emmanuel Macron. Pas le même caractère, ni le même vécu. Vos rapports sont parfois houleux. Sa décision de vous remplacer vous laissera sous le choc. Alors votre bilan, vous le réhabilitez dans ce journal de bord, en revenant sur des épisodes marquants, loi immigration, émeutes urbaines, assassinat de Dominique Bernard, et bien sûr la réforme des retraites et son 49.3. Cette décision me collera à la peau, me rendra extrêmement impopulaire. J'en suis parfaitement consciente et meurtrie. Madame 49.3, un surnom qui vous blesse. Après avoir activé cet article de la Constitution à 23 reprises, 20 fois sur le budget du pays et celui de la sécurité sociale. Aujourd'hui, c'est depuis votre siège de député que vous participez à la séquence budgétaire, aux premières loges, pour observer le nouveau Premier ministre. Je pense que je mesure la difficulté de ce que vit Michel Barnier. Dans cet hémicycle, un rang seulement vous sépare d'un certain Gabriel Attal, votre chef de groupe et bientôt sans doute le président de Renaissance, car on l'a appris en fin de journée, vous renoncez à briguer la tête du parti. Mais avec ce livre, on l'a bien compris, il faudra compter sur vous à l'avenir. Et bienvenue à vous, Elisabeth Borne. Alors, vous étiez candidate pour la direction du parti Renaissance, le parti présidentiel. Vous ne l'êtes plus pour le poste de secrétaire général ce soir. Pour quelle raison? Alors vous savez, moi ce qui me tient à cœur, c'est d'inscrire durablement notre famille politique, ce bloc central, au cœur de la vie politique française. Et c'est pour ça que je m'étais portée très tôt candidate, au mois d'août, pour qu'on ait un débat d'idées, et c'est ce que je souhaite porter. Gabriel Attal m'a fait savoir qu'il souhaitait candidater pour le poste de secrétaire général. Comme vous l'imaginez, dans la période politique qu'on connaît, la division n'était pas une option. Donc on a recherché les voies d'un accord dans lequel on joue la complémentarité, le partage des responsabilités, plutôt que la division. Et voilà, moi je suis donc ce sera une direction à deux têtes si au fond le ticket Attal-Borne est élu par les adhérents au Congrès. À lui le secrétariat général, à vous la présidence du Conseil national, d'après ce que je comprends de l'accord que vous avez signé et négocié. C'est une fonction qui n'existait pas jusqu'à présent. Qu'est-ce que ça va changer? Comment vous allez vous répartir les rôles? Il est numéro 1, vous êtes numéro 2 ou pas? Non, non, c'est pas comme ça qu'on a conçu cet accord. Je pense qu'on est complémentaires comme profil, et en tout cas, c'est ce que les militants nous ont dit ces dernières semaines. Et donc, Gabriel aura effectivement la fonction de secrétaire général. Le Conseil national, c'est lui qui fixe les grandes orientations du parti, c'est lui qui définit les orientations pour des élections locales ou nationales, et donc on va travailler la main dans la main. Et je pense que vraiment dans la période qu'on connaît, qu'on puisse rassembler, jouer l'unité, c'est ce que les militants attendaient de nous. Ce n'est donc pas l'histoire d'une femme qui renonce pour un homme? Non, je vous confirme, ce n'est pas mon tempérament. Ce n'est pas votre tempérament, on va venir à votre livre. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, bon, certes, les temps sont tumultueux pour la Macronie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce socle commun n'a pas grand-chose de commun, on le voit bien, les fractures sont là. Mais pourtant, avoir deux candidats pour la présidence d'un parti, c'est la simple démocratie. C'est pas si grave, c'est même bien. Non, vous savez, je pense que ce que nous ont dit les militants, c'est qu'ils souhaitaient qu'on rassemble notre parti, et moi je souhaite au-delà qu'on rassemble notre famille politique avec nos partenaires du MoDem, d'Horizon. On voit qu'en effet, la période politique est très compliquée et l'heure n'est pas à avoir des débats internes à un parti, des débats en plus qui ne seraient pas sur des lignes politiques, puisque ce n'est pas de ça dont on est en train de parler, des débats de personnes. Donc je pense que chacun doit mettre ses qualités au service de notre parti, et c'est le sens de l'accord qu'on a trouvé avec Gabriel Attal. Gabriel Attal peut-il rester à la tête du groupe à l'Assemblée et être celui qui prendra la tête du parti? Alors c'est un sujet qui n'était pas à l'ordre du jour de notre accord. Moi je pense que les deux fonctions sont très prenantes. Je pense qu'il le mesure, et je pense qu'en responsabilité, il aura à prendre sa décision. Donc la réponse est non, pour vous? Moi, je vous le redis, je pense qu'on voit à quel point la vie parlementaire est compliquée en ce moment. Moi, les discussions autour du budget, je pense qu'on ne donne pas une bonne image. Je souhaite vraiment, par exemple, que les lignes rouges et
les points essentiels pour notre parti puissent être entendus dans ce débat budgétaire. Telles que les choses sont engagées, on peut craindre que ça ne soit pas le cas. Vous voyez, si par exemple, soit on arrive à un rejet de la première partie du projet de loi de finances, soit on épuise le temps imparti par la Constitution. Donc je pense qu'il y a vraiment besoin de beaucoup de présence sur ces sujets et on sait qu'il y a beaucoup de travail aussi. La double casquette n'est pas souhaitable, c'est ce qu'on comprend très clairement de votre part. Alors on en vient à votre livre, et il est passionnant sur l'exercice du pouvoir par gros temps. C'est une aventure extraordinaire, vous l'écrivez, vous l'assumez. Mais vous le dites aussi sans phare, ces 20 mois ont été, je vous cite, très dur. 49-3 à assumer dans l'hémicycle, brutalité des oppositions en passant par l'incertitude dans laquelle vous entretient Emmanuel Macron régulièrement sur votre avenir à Matignon avec un peu de recul. Qu'est-ce qui a été le plus dur à traverser ? Moi, vous savez, je ne me suis pas posé ce genre de questions. On le sait, quand on a l'honneur d'occuper une telle fonction, je crois que chacun imagine que ça n'est pas une fonction simple. Peut-être ce à quoi je me suis attaché, c'est dans cette espèce de tourbillon que j'ai vécu pendant ces 20 mois, et peut-être même plus globalement, puisque j'étais 5 ans ministre avant, et dans toutes les crises qu'on a pu traverser, de continuer à être en prise avec la réalité que vivent les Françaises et les Français et à apporter des réponses concrètes. Et ça, on le sent très bien à travers votre parcours, parce que vous êtes tout sauf déconnecté, et votre parcours personnel, mais aussi votre carrière le démontre. On est à l'Assemblée nationale, il y a cette étiquette qui est tenace et qui vous a fait souffrir, vous le reconnaissez, c'est Madame 49-3, notamment sur les retraites. Une partie de la droite vous lâche. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez négocié avec les Républicains? Des dizaines d'heures. Est-ce que vous leur en voulez à cette droite ou à certains d'entre eux aujourd'hui? Moi, ce n'est pas dans mon tempérament, vous voyez, de ressasser le passé. Je pense que cette réforme, et quand on nous dit aujourd'hui que l'état de nos finances publiques est préoccupant, effectivement, on a beaucoup de commissions d'enquête et autres missions d'inspection pour éclairer le sujet. On voit à quel point on ne peut pas se permettre d'avoir en plus un régime de retraite structurellement déficitaire. C'est sa pérennité qui est en cause. Revenir aux 62 ans comme le propose Donc du coup, je pense qu'il faut faire preuve de responsabilité. Moi, je regrette évidemment qu'on n'ait pas pu aller au bout de l'accord qui avait été trouvé avec le groupe LR à l'époque. Mais en responsabilité, moi, j'ai considéré qu'alors même qu'on avait déjà abandonné pour cause de Covid, une réforme dans le premier quinquennat, on avait besoin de cette réforme pour laquelle il y a eu des semaines et des semaines de discussions avec les organisations patronales et syndicales pour s'assurer qu'on ne demandait pas à tout le monde uniformément de travailler plus longtemps. Oui. Cet élargissement impossible de la majorité aux Républicains quand vous étiez à Matignon, aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est Michel Barnier qui en bénéficie. Comment vous regardez ça? Ce qui était impossible hier est devenu possible aujourd'hui. Enfin, vous savez, au-delà des caricatures et du fait que pour chacun des budgets, j'ai dû recourir à 10-49-3 puisqu'il y a 10 votes. Donc 10 votes, quand les oppositions vous disent on votera systématiquement contre, ça veut dire 10-49-3. Et quand vous l'entendez dire, moi je vais laisser durer le débat, 1-49-3 oui, au lieu de 5. Je ne sais pas, vous voyez, si c'est beaucoup plus satisfaisant. D'abord, en effet, la situation n'est pas la même. À la fois, l'Assemblée est plus éclatée, on n'est plus en majorité relative, on est vraiment dans un éclatement en bloc de cette Assemblée. Vous ne savez pas si, au fond, en même temps, c'est plus satisfaisant pour lui, pour Michel Barnier, un 49-3 plutôt que plusieurs? Moi, ce que je veux dire, c'est que pour l'Assemblée nationale, je pense qu'à un moment donné, que le gouvernement prenne ses responsabilités et dise, voilà, après avoir entendu les débats, après avoir pris connaissance des amendements qui ont été discutés, proposés, voilà le texte sur lequel j'engage ma responsabilité, ça me semble plus respectueux de l'Assemblée nationale que de laisser filer un débat dans lequel plus personne ne comprend rien, dans lequel finalement le Rassemblement national permet l'adoption de taxes qui fleurissent tous les jours. Donc vous ne validez pas forcément cette stratégie. Eh bien, moi, j'espère que l'Assemblée nationale aura bien toute sa place et que le socle commun, comme on dit maintenant, pourra exprimer ses attentes sur ce budget. Et on voit que si on épuise le temps parlementaire, le temps constitutionnel, ou bien si on devait avoir un rejet d'une première partie
de notre projet de loi de finances qui ne ressemble plus à rien après les amendements du NFP adoptés avec la complaisance du Rassemblement national, finalement l'Assemblée n'est pas respectée dans le cadre de la construction de ce budget. Être infusible fait partie du job, fait partie de la fiche de poste. Vous l'assumez, vous l'écrivez, vous l'intégrez parfaitement dès le départ. Mais la relation avec Emmanuel Macron, d'ailleurs, je ne sais pas comment la qualifier précisément, parce que rien ne se passe jamais vraiment comme prévu. Il vous dit qu'il sera en retrait, et puis ça n'est pas possible. Après, il vante votre méthode, et puis finalement, publiquement, il peut la critiquer quand il sent que c'est opportun dans l'opinion de la mettre un peu à distance. Il y a des moments extrêmement difficiles. Vous allez à la radio, connaissant votre histoire personnelle, on va en dire un mot, pour rappeler l'histoire. Le RN est un parti héritier de Pétain. Sans vous citer, au Conseil des ministres, il fustige cette façon de lutter contre le RN. C'est violent. Certains commentateurs font état de fuite. Vous voyez, je crois que le président de la République a lui-même eu l'occasion de dire que la seule chose qui valait, c'est le compte-rendu du Conseil des ministres. Comment ça s'est passé avec le président ? Non, enfin, on a eu une relation de travail qui a toujours été cordiale. Je pense que lui, comme moi, on aime rentrer dans le fond des sujets et on aime l'échange. Après, vous savez, et c'est le sens aussi des propositions que je fais dans mon livre, je crois profondément à cette Ve République, mais je pense que de révision en révision, on est arrivé notamment après la révision de 2000, le quinquennat et l'inversion du calendrier des élections législatives, à finalement un partage des rôles qui n'est pas clair entre le président de la République et le Premier ministre. C'est au Premier ministre de maîtriser le Conseil des ministres, donc, vous le dites clairement. Moi, je pense qu'il y a des évolutions à apporter pour qu'on retrouve un président de la République qui garant de l'unité nationale, du respect des traités, du respect de la Constitution, et un Premier ministre qui, comme le prévoit la Constitution, définit et conduit la politique de la nation. Il y a beaucoup d'autres propositions, notamment sur la proportionnelle. En fait, tout ça, toutes ces difficultés, c'est la méthode Borne, c'est la marque Borne, ça glisse sur vous. Parler d'enfer de Matignon est indécent, car l'enfer, ça n'est pas ça. Pour la première fois, vous écrivez l'histoire de votre père, Joseph Bornstein, résistant, déporté à Auschwitz en 1944, qui prend le chemin de l'horreur, avec votre grand-père, Zelig, Isaac et Albert, vos oncles. Il ne vous a jamais raconté cette histoire. Et ce qu'on découvre dans ce livre et dans ces pages vraiment difficiles pour vous, on le sent très bien, c'est qu'après, à Matignon, vous recevez des lettres, vous recevez des témoignages d'historiens, des lettres qu'il a écrites. Et ce détail-là de cette histoire, si douloureuse, si longtemps tue, vous la découvrez vraiment. Oui. Non, c'est vrai qu'être un personnage public comme on l'est quand on est Premier ministre, ça n'a pas que des avantages, mais ça suscite des témoignages qui ont été extrêmement émouvants et moi qui m'ont éclairé sur mon histoire familiale, sur des volets que je ne connaissais pas. Je ne savais pas, par exemple, que mon père avait été arrêté 2 fois et s'était évadé avant d'être arrêté une dernière fois en Isère, à Grenoble, pour être déporté vers Auschwitz. Et tous ces témoignages étaient évidemment très émouvants. Et puis peut-être, cette histoire, elle m'est aussi revenue à des moments où vous êtes en proie à beaucoup de critiques, comme vous le dites. C'est une fonction qui n'épargne pas beaucoup. Et à ce moment-là, moi, j'ai sans doute pris conscience de la force que me donne aussi cette histoire familiale, parce que quand on se dit qu'on a un père qui a survécu à la déportation, une mère qui s'est retrouvée toute seule à élever ses 2 filles sans avoir de revenus, finalement, ça permet de relativiser beaucoup de choses et beaucoup de petites attaques. On se dit que ce n'est pas très grave. La retenue, la sobriété, c'est votre marque de fabrique, le storytelling très peu pour vous, même si, encore de temps en temps, aujourd'hui, on vous trouve un peu trop corseté, trop techno, diront certains. Vous n'avez jamais voulu faire de cette histoire une forme de récit politique. Vous êtes appelé, pour les commémorations du 80e anniversaire du Veldiv, à faire le discours pour représenter le gouvernement comme chef de l'exécutif. Et là, c'est du 100% Premier ministre et du 0% Borne. Ça, vous l'assumez ? Oui, je l'assume effectivement. Quand vous êtes chef de l'exécutif, comme vous dites, lors d'une commémoration, je pense que les Français sont en droit d'attendre de vous que vous vous exprimiez à ce titre. Et pour autant, cette histoire, elle m'a aussi construite beaucoup politiquement. Parce que finalement, mon histoire, le fait que vous puissiez
être fille d'un apatride qui a été déporté, qui a survécu au camp de concentration, qui s'est suicidé, d'une mère qui se retrouve sans revenu, que vous soyez pupille de la nation et que parce que vous avez une bourse, parce que vous intégrez une école où vous êtes rémunéré, vous puissiez devenir préfète de région, PDG d'une grande entreprise publique, ministre et première ministre, c'est le cœur de mon engagement politique et c'est finalement ce que je souhaite qu'il soit possible pour chaque jeune dans notre pays. Que la promesse républicaine soit au rendez-vous. Voilà. Ce qu'on découvre aussi, c'est le puissant sexisme en politique. Emmanuel Macron préfère déjeuner avec Jean Castex, avec qui il aime partager une copieuse côte de bœuf. On vous en renvoie en permanence au code masculin, on vous scrute, on regarde vos gestes, on regarde vos tenues. En permanence, en fait, on comprend qu'il y a 2 premiers ministres, 2 catégories. C'est ça. Les hommes et les femmes. Mais vous voyez, ça se manifeste aussi au moment de mon départ de Matignon, où il n'y a pas un seul nom de femme qui circule pour me remplacer, et puis où on dit elle a tenu plus longtemps. Donc on a coché la cage femme première ministre en Macronie. Voilà. Et vous voyez, mais donc du coup, il y a 2 catégories, comme vous le dites. Il y a les femmes premières ministres une fois tous les 30 ans, et puis les vrais premiers ministres, ceux-là, on reprend le cours normal des choses et on nomme un homme premier ministre. La situation de notre démocratie vous inquiète. Vous faites d'ailleurs, on en a évoqué quelques-unes des propositions, la proportionnelle, la question du septennat également. Marine Le Pen pourrait l'emporter en 2027. Vous écrivez à la fin de votre introduction « J'ai l'envie d'être prête ». Fin de citation. Prête à quoi? Non, moi je m'engagerai de toutes mes forces pour éviter effectivement que le Rassemblement national soit considéré comme une solution par une majorité de nos concitoyens. Donc moi, je pense que ça suppose d'être à l'écoute des préoccupations qu'expriment les Françaises et les Français. Moi, j'ai évidemment rencontré beaucoup de nos concitoyens dans les campagnes européennes et législatives. Je suis aussi, quand je parcours le pays, à l'écoute de ces préoccupations. Et je pense qu'on doit absolument veiller à apporter des réponses rapides, concrètes, face à beaucoup d'attentes, pour éviter que finalement, par défaut, ce soit le Rassemblement national qui l'emporte. Dernière question. Pour vous situer dans un imaginaire politique, dans une filiation, de qui êtes-vous l'héritière? Avez-vous un modèle en politique de Jaurès à Rocard, en passant par De Gaulle? On parle aussi d'Angela Merkel, Simone Veil. Qui représente un guide pour vous? J'ai pas vraiment de modèle. Vous voyez, moi, je cite à plusieurs reprises Michel Rocard dans mon livre, parce que je pense que c'est un homme qui a porté des réformes à la fois de progrès, mais qui les a portées sans démagogie. Je cite aussi Lionel Jospin, parce que j'ai beaucoup admiré la façon dont il animait un collectif gouvernemental, et vous aurez compris que moi, je crois au travail collectif. Et puis, évidemment, j'ai beaucoup de respect pour ce qui a été engagé par Emmanuel Macron, avec ce dépassement, parce que je pense que notre pays souffre beaucoup de cette alternance droite-gauche qui fait qu'on n'a pas apporté depuis des années, depuis des décennies, des réponses à des vraies difficultés que rencontrent les Français. Merci beaucoup. Merci, Elisabeth Borne. Il faut lire ces 20 mois à Matignon, chez Flammarion, parce qu'avec la pudeur qui vous caractérise, vous en dites beaucoup sur l'exercice du pouvoir et les femmes aux premières places. Merci à vous. Merci. Allez, on termine comme chaque soir avec la question qui fâche et on accueille nos chroniqueurs. Tir croisé ce soir avec 2 fines lames du journalisme politique qui connaissent parfaitement la gauche et les insoumis. Antoine Oberdorf, bonsoir. Bonsoir Myriam. Journaliste politique à l'Opinion, et Adrien Matou, bonsoir. Bienvenue de Marianne. Préparez vos arguments. Voici la question qui fâche. Il y a quelques mois encore, LFI, adepte des coups médiatiques, multipliait les provocations à l'Assemblée. Vous êtes un imposteur et un assassin. Mais depuis quelques semaines, la France insoumise semble adopter une attitude plus policée. Le parti aurait-il troqué le bruit et la fureur pour une posture plus modérée? Lors de cette nouvelle législature, le groupe s'est emparé de 4 postes clés à l'Assemblée. D'abord une vice-présidence pour Clémence Guettet. Idem
pour Nadège Abomangoli, une présidence de la commission des finances pour Éric Coquerel et celle des affaires économiques arrachée in extremis par Aurélie Trouvé. Depuis ces nouvelles nominations, exit le chahut permanent sur les bancs de l'hémicycle. Place à une attitude plus consensuelle. Illustration la semaine dernière, lorsqu'il s'agit d'accélérer les débats. Ça serait bien d'essayer de faire un effort. Donc le NFP m'a annoncé avoir baissé de 25% le nombre d'amendements qui lui restait. À tel point que certains en viennent même à recadrer des élus de leur propre camp. Monsieur le Président Coquerel, vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait accélérer. Donc un pour un compte, ça marche pas forcément. Boyard, sur l'amendement, s'il vous plaît. Il y a un débat. Non, sur l'amendement, s'il vous plaît. Eh bien, écoutez... Quand je suis au perchoir, je ne suis pas députée La France Insoumise, je préside l'Assemblée nationale. Et je m'applique à le faire avec le plus d'impartialité possible. Jean-Luc Mélenchon l'a bien compris. Détenir ces postes clés a bien changé la donne. Ce qui compte, c'est ce que ça nous permet de faire et ce que ça nous permet d'apprendre. Parce que je suis persuadé que les insoumis exerceront le pouvoir. Alors la question qui fâche, la voici. La fin du boxon, faut-il y croire ou pas? Allez, on commence avec vous, Antoine Oberdorf. Après le bruit et la fureur, le sérieux et le calme à l'Assemblée, vous y croyez? Le sérieux en apparence, parce qu'en réalité, ça ne trompe personne. Les Insoumis se tiendront sages sur les bancs de l'Assemblée nationale tant que Jean-Luc Mélenchon l'aura décidé. En 2017, ils étaient un tout petit effectif de 17 à chahuter en permanence, à boxonner dans l'hémicycle. Le terme est de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Absolument, de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Aujourd'hui, ils sont 72 députés. Naturellement, la radicalité s'émousse un peu, mais il y aura nécessairement, et les Insoumis ne failliront pas à leur réputation, de nouveaux faits d'armes, des Sébastien Delogu qui brandit un drapeau palestinien. Donc le naturel reviendra. Mais quand vous dites c'est Jean-Luc Mélenchon qui décide, vous avez des infos? Il y a un changement de stratégie qui est opéré par tout à fait. le grand leader? Et le grand leader, le leader Maximo, dès la rentrée parlementaire, les journées parlementaires des Insoumis, s'est adressé à ses troupes en disant qu'il fallait qu'ils offrent un beau visage, une belle vitrine parlementaire à dessein de sa future candidature présidentielle, sa 4e potentielle candidature présidentielle. C'est ce que sont en train de faire les Éric Coquerel, Clémence Guettet, Nadège Abomangoli, tous ces visages de l'embourgeoisement ou l'institutionnalisation de la France insoumise que nous avons ici au Palais Bourbon. Mais encore une fois, si Jean-Luc Mélenchon se décide à remettre l'accélérateur sur le bouton de la radicalité, ils le feront sans hésiter. Tout ça participe d'une stratégie, donc, pour l'heure, de Jean-Luc Mélenchon. Adrien Matou. Oui, alors justement sur ça, il y a une tendance dans la France insoumise et dans les commentateurs à élaborer une espèce de mythologie comme quoi Mélenchon planifierait tout au centimètre près sur des années et qu'il aurait théorisé d'abord une phase d'agitation et que là on rentrerait dans la phase du sérieux en vue de la présidentielle. Vous n'y croyez pas? Alors attention, cette stratégie elle existe, mais il faut souligner que s'il y a un changement dans le ton, c'est avant tout parce que la stratégie précédente, celle du chahut, celle de l'agitation, elle a donné des résultats catastrophiques. Oui, il faut voir les enquêtes d'opinion. Voilà. 69% des Français estiment qu'LFI est dangereux pour la démocratie. Et quand on regarde même en intention de vote, Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen. C'est simple. Alors on n'y est pas dans ce scénario. C'est le mouvement politique le plus rejeté par les Français, loin devant le RN qui auparavant était vraiment le diable de la vie politique française. Et donc, alors certes, il y a ce nouveau ton, il y a cette volonté d'être un petit peu plus respectueux des normes et des institutions. Ceci dit, attention, déjà, il y a une limite, c'est celle du casting. Le casting du groupe Insoumis, c'est, Antoine l'a dit, Sébastien Delogu, c'est Ercilla Soudet, c'est Thomas Porte, c'est Hugo Bernalicis, c'est Raphaël Arnaud. Ces députés-là, vous ne pouvez pas leur demander de devenir d'un coup des députés extrêmement sérieux, la cravate, c'est impossible. Qui portent la cravate. Alors, celui qui fait rapporter une cravate à Raphaël Arnaud n'est pas encore né, je pense. Donc ça, la première limite, c'est celle du casting. Ils sont là pour faire de l'agitation. Ils ne vont pas se transformer en députés ternes et sérieux d'un coup. Et la deuxième limite, c'est celle du fond. C'est-à-dire que s'il y a peut-être une réduction du vacarme sur la forme, il y a toujours cette radicalité sur le fond. Et elle va toujours transparaître dans le discours des Insoumis. Et je pense quand même que les gens sont attentifs au fond autant qu'à la forme et que ça ne suffira pas de s'adoucir sur la forme. Oui, mais si tout n'est pas contrôlé dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont théorisées, notamment des cycles de convulsion sociale, en fait, des mouvements de radicalité où il faut aller très très fort dans la contraction et dans les idées. Ça a été le cas depuis le 7 octobre 2023 sur la question palestinienne. Et si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon a conscience qu'aujourd'hui,
il dispose à gauche d'une forme de monopole sur la question de Gaza. De par les outrances, de par la montée en charge sémantique, le fait qu'ils soient les seuls à parler aujourd'hui de génocide. Ça a été fait, c'est cranté. Les élections européennes, plus 1 million de voix pour les insoumis par rapport à 2019. Il lui faut maintenant, s'ils ne veulent pas éternellement rester dans une culture minoritaire, éventuellement essayer de se refaire. Alors ça veut dire quoi se refaire? C'est se recentrer sur la forme, sur le fond, miser sur l'oubli. L'oubli de quoi? Ça veut dire qu'ils misent sur une forme d'amnésie des électeurs, parce qu'ils se font une drôle de conception de ce qu'est finalement la morale petite bourgeoise, c'est-à-dire que le bourgeois qui, à 2 ans de l'échéance, crie au diable en voyant Mélenchon, eh bien, au moment de l'entre-deux-tours de choisir entre Mélenchon et Le Pen, contrairement à ce que disent les sondages, comme vous le rappelez, Myriam, ira quand même cotiser chez Mélenchon. Et c'est là qu'il fait une erreur. Au deuxième tour, c'est qu'en réalité, le diable a vraiment changé de camp. Et que le seul homme politique, à notre connaissance, qui aujourd'hui verrait s'exercer contre lui un front républicain, c'est bien Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen. Donc il y a une forme quoi, de déni ou d'aveuglement. Le front républicain aurait changé de camp. Ou en tout cas, il y aurait beaucoup d'abstention, on peut l'imaginer, dans un duel Mélenchon-Le Pen, et ça, il ne l'a pas mesuré? Je pense qu'il y a une forme de déni qui est liée en partie au résultat des dernières législatives. C'est-à-dire que Mélenchon et les Insoumis ne réalisent pas que le Front républicain, certes, s'est produit, mais il ne s'est pas fait grâce à eux, il s'est fait malgré eux. C'est-à-dire que les gens ont fait Front républicain pour éviter le RN, mais on a bien vu que c'était beaucoup plus compliqué dans une circonscription où il y avait un député insoumis que dans une circonscription où il y avait un député PS. Mais Antoine l'a dit, en fait, Jean-Luc Mélenchon a toujours une forme de mépris en considérant que les électeurs de centre-gauche, voilà, les bourgeois sociodémocrates, ils râlaient, ils étaient un peu de mauvaise volonté. Mais à la fin, il reste de gauche face à l'extrême droite. Et il n'a pas tout à fait tort. Quand on voit son score à la présidentielle en 2022, c'est effectivement ce qui s'est produit. Le souci, c'est que cette stratégie, elle peut à la limite, et encore, je suis circonspect parce que Mélenchon le hisser au deuxième tour. Son image est très dégradée. Il peut éventuellement arriver au deuxième tour. Par contre, braquer un pistolet sur la tempe des électeurs de toute la France, pas seulement les électeurs de gauche, au second tour en disant « c'est moi ou le fascisme », je suis vraiment pas sûr que ça marche. Et le mot de la fin, Antoine Oberdorf. Moi, tout simplement, je veux voir les mettre à l'épreuve, voir combien de temps ça va durer. Et je suis à peu près convaincu qu'en réalité, quand on a 72 députés, on ne peut pas avoir l'œil partout. Qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon donne bien souvent à ses troupes des règles contradictoires et que l'embourgeoisement de ces troupes, ça va très très rapidement l'agacer et que l'odeur du soufre va rattraper ce groupe insoumis. Bon, vous sent assez sceptique sur la fin du boxon à l'Assemblée. Merci beaucoup, c'était passionnant et j'espère à très vite. Avant de se quitter, sachez qu'LCP ouvre une série d'émissions spéciales USA, élections américaines. Et oui, c'est dans une semaine tout pile. Vous allez pouvoir avoir des documentaires chaque soir, des émissions spéciales de Rambobina. Et ça commence dès ce soir. Ne ratez pas donc ce rendez-vous 20h30, 21h30 tous les soirs. Très belle soirée sur LCP. À demain. Merci messieurs. Même lieu, même heure.